Eh bien, Michel, j'aurais envie de vous demander si ce matin, quand vous avez ouvert vos persiennes, euh, si vous avez vu des choses anormales dans la rue à Paris, parce que on nous a fait le coup une fois dans les années 80, me semble-t-il, sur une possibilité de chars étrangers dans les rues de la capitale. Bon, russe en l'occurrence. Donc, est-ce que vous avez vu quelque chose d'inquiétant à ce niveau? Moi qui suis en province, j'essaie de me renseigner. Bon, alors c'est vrai que j'ai écouté attentivement en replay les 25 minutes d'entretien du président Macron et je me suis livré comme je l'ai fait en rédigeant mon livre sur lui. Donc j'ai fait une analyse de contenu du discours en prenant toujours ce qui me paraît essentiel et qui caractérise le personnage, c'est l'angle psychologique. Alors, quand on regarde le contenu, euh, il apparaît qu'on est toujours dans cette gymnastique d'alternance du nous, du notre ou du no, bon, qui forme un bloc en soi, et le je. Bon, habituellement, le je est tout de même quand même euh, bien placé, on pourrait dire bien noté. Malheureusement, pour le je, cette fois-ci, il n'apparaît que 17 fois dans cet entretien. Alors que le nous, notre, nos, euh, apparaît 77 fois. Alors, bien évidemment, c'est un nous pas populaire, c'est un nous de majesté, c'est un nous souverain, c'est un nous, j'allais dire, incarnation de l'Europe. Européen, j'allais dire, oui. Voilà. Donc, on est toujours dans ce désir de l'après-gouvernance française qui me semble être, dans l'esprit d'Emmanuel Macron, hein, eh bien, la volonté d'être leader en Europe. Et d'ailleurs, il est tout à fait révélateur que, après cette réunion extraordinaire qu'il a réussi finalement à obtenir, hein, pour examiner les conditions du réarmement de l'Europe, hein, eh bien, certains n'hésitent pas à en faire d'ores et déjà un leader européen. Voilà. Donc, ce sera à suivre, mais je pense que tout son combat actuel, alors évidemment, on laisse de côté le combat franco-français, qui est une autre affaire, voilà, mais c'est un combat pour la direction de l'Europe. Donc, En utilisant la François, peur. comment? En utilisant la peur une nouvelle fois. Voilà. Alors, en utilisant la peur, parce que, évidemment, comme il maîtrise bien les arcanes de la communication, il commence par dire vous êtes légitimement inquiet. Voilà. Donc, évidemment, quand vous dites légitimement inquiet, en réalité, vous dites eh bien, je vais vous rendre inquiet. Voilà. Je vais tout faire pour vous montrer qu'il y a bien ce qu'il appelle maintenant une menace russe, alors que on se rappelle qu'il y a encore 3 ans, il disait il ne faut pas humilier la Russie. Là maintenant, on est dans une espèce de combat de coq, alors avec un coq important qui est Vladimir Poutine et un petit coq français, hein, qui est incarné par Emmanuel Macron. Voilà, alors évidemment, quand Vladimir Poutine se fait traiter d'impérialiste révisionniste, on peut comprendre que Vladimir Poutine lui rétorque qu'il devrait se souvenir des leçons de Napoléon, évidemment bloqué aux portes de Moscou et qui a dû faire demi-tour, voilà, en baissant la queue, comme on dirait d'un chien. Voilà. Et alors, c'est là ce qui l'a conduit effectivement à entraîner. Donc c'est un, on parlait de Chicago Boy, hein, Oui, il y a quelques jours. Moi, je crois que c'est un little oui, power. Chicago Boy, en fait, pour éclairer un peu les personnes qui n'auraient pas, comment dire, d'informations sur le sujet. C'est pas le sujet qui est le plus en pointe d'actualité actuellement, mais bon, ça correspond à la stratégie du choc qui avait été créée par Friedman
dans les années 70 et qui s'appuyait sur la création d'un choc pour réorienter une politique et faire une reprogrammation des esprits et de la politique. Alors, effectivement, on parle de Chicago Boy particulièrement pour cette intervention de Macron qui est un modèle du genre. Hein, un modèle Voilà, du mais genre. encore une fois, moi je reste vraiment dans la dimension psychologique parce que je crois qu'elle explique tout et qu'il y a vraiment dans cette affaire peu de politique et peu de diplomatique. En réalité, on a là la réaction d'un petit garçon frustré qui a cru qu'il pourrait manipuler Poutine, et Dieu sait s'il a essayé dans les premiers temps de la guerre, et même avant la guerre d'ailleurs, hein, puisqu'il l'avait rencontré quelques mois avant le déclenchement de l'offensive en Ukraine. Voilà, de même que il a essayé de mettre, si on peut dire, Donald Trump dans sa poche, hein, en se faisant passer presque pour le meilleur ami du président américain, alors qu'il est probablement extrêmement méprisé par Donald Trump, ce qui ne fait pas l'ombre d'un doute. Voilà, donc c'est un petit garçon capricieux, voilà, qui ne pousse pas les pions comme il le voudrait, que l'on n'écoute pas. Hein. D'ailleurs, bon, j'ai relevé dans le discours toujours cette même chose, hein, de leçons de morale, hein, de bons points distribués. Voilà, donc par exemple, il dit à un moment, toutes les initiatives qui vont à la paix vont dans le bon sens et je veux ce soir les saluer. Voilà, donc c'est une manière de dire, ben voilà, hein, c'est moi qui donne le côté raisonnable des choses, hein, qui vous indique effectivement comment on doit agir. Alors avec d'ailleurs un zeste de puérilité quand il dit par exemple, aujourd'hui, on ne peut plus croire la Russie sur parole. Et comment un chef d'État peut-il imaginer que les dirigeants politiques parlent et énoncent la vérité? Là, La c'est Chine, la Turquie, Israël, dire, croire sur parole, dire il vaut mieux faire un autre métier dans ce cas-là, je pense. voilà, donc il est toujours dans ce registre de la morale. Hein, voilà, quand il voit que les Européens sont prêts à coopérer, eh bien voilà, c'est une bonne chose, dit-il. Hein, c'est une bonne chose. Voilà, donc il est le maître d'école. Hein, il n'y a rien à faire. Alors, il était le maître de l'école française, et maintenant il aspire à devenir le maître de l'école européenne. Hein. Alors, ça c'est pour son projet personnel. Mais quid des dégâts qu'un discours comme ça peut faire dans l'opinion publique? Dans une France fracturée, dans une France dont une grande partie des habitants n'arrivent plus à finir le mois. Des habitants qui n'arrivent plus à trouver un médecin à moins de 50 km de chez eux, etc. etc. On ajoute ça en plus, un président ajoute ça en plus, sans le moindre amortisseur, en fait. Hein. Euh, c'est quand même effarant. Il y a eu énormément de dégâts pour le Covid et pour la communication autour du Covid. On va faire la même chose sur la prétendue menace russe. Oui, ben d'ailleurs, son discours marche relativement bien, parce Oui. qu'aujourd'hui, l'opinion publique est en train véritablement de s'inquiéter, hein, et quand on leur parle, et d'ailleurs aux États-Unis, c'est ce que l'on fait par la bouche de Donald Trump, de troisième guerre mondiale possible, alors que ça me paraît, moi, quand même assez irréaliste, alors qui est effectivement des disséminations, des approfondissements de conflits locaux, une multiplication de conflits locaux, mais bon, 100 conflits locaux font pas une guerre mondiale. Hein. Guerre mondiale, c'est quand même autre chose. Mais effectivement, il distille la peur, voilà. Et j'ajoute d'ailleurs qu'on a appris ce matin
que les premiers Mirage français qui avaient été livrés à l'Ukraine ont été mis en action par les forces ukrainiennes ce matin même. Ce Oui, matin même. Voilà. Donc c'est pas un hasard, hein. voilà. Et donc c'est pas quelque chose qui va réjouir Vladimir Poutine, mais je pense que là on est dans l'ordre conscient ou pas de la provocation, hein, de la provocation au chef d'État russe, qui à mon avis est beaucoup plus malin et qui va évidemment, comme vous le disiez tout là, qui va pas nous envoyer les chars aux portes de Paris demain matin. Hein, demain matin. Voilà. Hein, d'abord Mais parce que même, Michel, nul besoin d'avoir fait l'école de guerre. Ma petite calculette suffit. Hein, ma calculette, vous savez, c'est mon outil pour, pour, pour analyser les informations qu'on nous donne. Même s'il le voulait, il ne le pourrait pas. Il ne le pourrait pas. Je veux dire, l'armée russe aujourd'hui est à peine en état de prendre quelques kilomètres à une armée ukrainienne qui n'était pas censée être la première du monde. Hein. Donc voilà la situation. Alors maintenant, si on veut passer au niveau supérieur, c'est le niveau nucléaire. Bon, voilà, c'est non, mais tout. je pense Il que ce qui est très n'y grave. a pas de transition entre les deux. Mais ce qui est très très grave, c'est qu'encore une fois, et quand j'écoute et que je regarde les commentateurs politiques, les experts, ils n'ont rien compris, ils n'ont rien compris. Ils raisonnent à l'ancienne, ils raisonnent comme s'ils avaient en face d'eux des dirigeants politiques formés au sens de la diplomatie, c'est-à-dire à, à des choses que l'on pense mais que l'on ne dit pas, voilà, à des formules chocs que l'on a peut-être à l'intérieur de sa tête, mais que l'on n'exprime pas. Hein, donc, par exemple, quand il dit la Russie est devenue une menace au moment où je vous parle et pour les années à venir, donc une menace pour la France et pour l'Europe, je le regrette très profondément, hein, comme si finalement il disait, bah oui, ah ben j'ai essayé de faire qu'il n'y ait pas menace, hein, j'ai dialogué, etc. Hein, parce qu'il y a tout sous-entendu psychologique derrière ces phrases. Voilà. Mais je suis convaincu qu'à long terme se fera sur notre continent et avec une Russie devenue apaisée et pacifique, entendez, sans Poutine. Voilà. Donc si ce n'est pas une manière de demander le départ de Vladimir Poutine, voilà, ça lui Mais ressemble. vous savez, Michel, là encore, j'ai vu un certain nombre de bisounours, excusez-moi, pardonnez-moi l'expression, sur les plateaux, y compris les plateaux de CNews, dire mais de toute façon, un jour, Poutine va partir, et puis ce que j'ai fait depuis un certain temps, si on analyse un petit peu la politique russe et les personnes qui sont autour, derrière Poutine, je vais vous dire, Michel, il arrivera un temps où on regrettera peut-être Poutine. Parce que les gens qui sont susceptibles de le remplacer, euh, en tout cas pour certains d'entre eux, sont incommensurablement plus dangereux. Oui, mais on l'a vu évidemment avec l'Irak, avec la Libye. C'est que le passage de la dictature à l'espoir démocratique, bon, c'est un beau fantasme, mais ça n'a jamais marché comme ça. Et c'est vrai que, bon, l'effet, je dirais, positif des dictatures, c'est un effet stabilisant. Évidemment, quand on enlève les libertés, le, 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 le pays est en ordre. Voilà. Alors, euh, moi, je pense qu'encore une fois, on est là dans une sorte de bras de fer, parce que au-delà, encore une fois, c'est un bras de fer d'un mégalotimiaque, pour reprendre le qualificatif qui convient le mieux à Emmanuel Macron. Hein, voilà, un bras de fer avec un homme, donc Vladimir Poutine, et avec un autre, d'ailleurs, Donald Trump. Voilà. Alors, en disant d'ailleurs de fausses vérités, la France est une puissance. La France n'est pas une puissance. Voilà. Elle est tout juste une puissance moyenne, hein, et même son pouvoir d'influence qu'on lui reconnaissait, hein, depuis qu'elle n'avait plus le statut un peu de petite grande puissance, ce qui était le cas encore du général de Gaulle, elle a perdu même toute influence, hein, puisque, bon, vous le savez comme moi, on se fait chasser de partout, à commencer par l'Afrique. Hein. Donc il y a pas un pays où effectivement on soit les bienvenus et où Non, notre ça a été la séjour. razzia totale. Voilà. La razzia, on a été viré de partout.
Burkina Faso, Mali. Non, Il a fait un strike là. Je pense que pour le coup, la garantie qu'il n'y aura pas, malgré les efforts de Macron, peut-être pour nous amener plus loin, hein, la garantie,